On se retrouve pour parler de ce qui se passe actuellement en Syrie, parce qu'il se trouve que le régime d'Assad est en train de tomber, voire est tombé, qu'il y a des événements en Syrie depuis, des années qui sont assez complexes et donc je voulais faire une petite, vidéo avec, Cem Yoldaş de la Jeune Garde. Donc Jeune Garde, qui est un collectif antifasciste dont on a déjà parlé, qui avait notamment, comme, co-représentant, Raphaël Arnaud, qui est aujourd'hui député France Insoumise, qu'on avait reçu aussi, dans une émission La Brèche au moment, des législatives 2024. Donc si vous voulez aller voir ça, vous pouvez aller voir ça. Et puis on avait déjà reçu aussi, Thiam Yoldaş pour parler de plusieurs choses, d'antifascisme. On avait aussi parlé un peu de sport de combat. Et il se trouve qu'il connaît bien tout ce qui se passe au Moyen-Orient et que ça l'intéresse pas mal et donc qui va nous parler un petit peu de tout ça. Moi, je vous dis, je suis pas spécialiste, donc je vais m'aider du chat aussi pour poser des questions. Je suis pas non plus, totalement, dépolitisé sur ces questions. Je connais un peu ce qui se passe, mais je connais pas tout, donc n'hésitez pas si, vous avez des questions dans le chat et même sur YouTube, des remarques, des choses où vous êtes pas d'accord, on peut en débattre, ça, il y a pas de souci. Mais aujourd'hui, celui qui va nous faire court un petit peu, c'est Chem. Donc, comment est-ce que ça va? Ça va bien et toi? Eh ben, ça va bien carrément, ouais, ça faisait longtemps que tu étais pas venu sur la chaîne, tu commences à être un peu un habitué. On pourrait peut-être commencer par parler des événements de ces derniers jours. Bon d'Assad qui a fui le pays, si j'ai bien compris, de Homs qui est tombé, de peut-être Damas aussi qui est tombé. Je vais laisser tout du long, quand on parle, une carte de la Syrie pour qu'on puisse un peu se représenter parce que je sais pas vous, mais moi je connais pas très bien, cette région du monde, je connais pas très bien ce qui se passe et comme ça, on a les villes, on a à la fois une carte avec des densités de population et une carte avec les différentes, organisations qui contrôlent des territoires et donc voilà, on va aussi essayer de définir au fur et à mesure, de la discussion les différentes justement organisations qui essaient de se partager le territoire, qui essaient, de se combattre, parfois de faire des compromis, militaires pour combattre d'autres factions, enfin voilà. Bref, donc je vous mets, cette carte-là ou alors l'autre carte. Quelle est la mieux pour commencer à parler? Non, celle-là, il y a pas les villes, donc là, c'est pas mal. Vous voyez, Damas ici, là, vous avez Homs, et puis vous avez, différentes organisations. Bah, on pourrait peut-être commencer par de la géographie un peu. Est-ce que tu peux nous dire tout ce qu'il y a autour de ce pays qui est la Syrie pour que les gens se représentent bien? Là, c'est assez zoomé quand même. On voit mal, Ouais. Israël et la Turquie, par exemple, et puis nous parler un peu des différentes régions, contrôlées par différentes organisations parce que peut-être que si on commence par directement parler de Assad, on va pas trop comprendre. Donc Ouais, voilà. ouais, ouais, ben, déjà, pour mettre le contexte, ben, la Syrie, c'est un État, qui est au Proche-Orient, c'est-à-dire qui est au sud, de la Turquie. Là, sur la carte, on voit, il y a une petite poche aussi de la Turquie, c'est la ville d'Antioche où, qui était aussi à majorité arménienne, par le passé et c'est de là-bas où je crois que même, Isaac Manoukian a fait un tour vient peut-être d'Antioche, il faut que je vérifie, mais je crois qu'il vient de là-bas. À côté de la Syrie, on a l'Irak. Hem, sur le côté, juste en dessous, ben, de la zone Ant rouge là. Antioche, du coup, c'est là? Je sais pas si vous voyez mon Ouais, c'est ça. curseur? Antioche, c'est Ouais, ici. c'est là, donc l'Irak, c'est ici. Ouais, c'est ça et la zone, en dessous, de la zone rouge là, c'est le Liban. Ouais, c'est ça et en dessous du Liban, près de, au sud aussi de Violette? la zone, violette, et ben, on a le plateau du Golan et on a la Palestine occupée par Israël et Ouais. du coup, encore au sud, il y a la Jordanie et cetera, voilà. Du coup, ça donne un petit peu le contexte. La Syrie, c'est un jeune État en réalité, heu, qui était dans l'Empire ottoman. À la fin de la Première Guerre mondiale, justement, il y a eu un démantèlement total de l'Empire ottoman et la Syrie a été sous protectorat, français pendant très longtemps, comme le Liban. C'est pour ça aussi qu'au Liban, la France a toujours beaucoup d'intérêts, notamment économiques la France a une grande influence aussi, dans la bourgeoisie, locale et ensuite, je veux dire avec le nationalisme arabe, il y a, la famille Assad qui a pris le pouvoir, avec notamment le parti Baas et on va dire que c'est le régime, qui, qui dictait la vie de la Syrie, jusqu'à aujourd'hui en réalité. Il y a eu Hafez et il y a eu aussi, Bachar al-Assad, voilà.
Là, c'est un petit peu pour le contexte. Qui Et qui a une depuis le... particularité quand même, c'est de pas être sunnite dans la dans q c'est quand même quelque chose de Ouais, particulier. ouais. Du coup, c'est vrai qu'en fait, le Moyen-Orient, c'est extrêmement compliqué. Comme je te l'ai dit avant, en fait, le Moyen-Orient, son développement capitaliste il est venu assez tardivement. Je veux dire, il y a un fonctionnement encore féodal qui est très important, notamment avec des tribus, des chefs de tribus. Il n'y a pas aussi d'unification. Enfin, l'État-nation, c'est quelque chose de très jeune en réalité, qui a moins de 100 ans. Et par conséquent, il n'y a pas de véritable unité dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire en termes religieux, en termes de sentiment national, en termes de beaucoup de choses. Et c'est vrai que la particularité de la famille Assad, c'est d'être alawite, c'est-à-dire c'est une branche, c'est pas le chiisme classique, on va dire que c'est une branche du chiisme, qui se rapproche en réalité un petit peu, qui se rapproche un petit peu c'est différent, mais ça se rapproche un petit peu aussi des Alevis en Turquie, même si on va dire les figures islamiques, elles sont beaucoup plus présentes chez les Alaouites. Et c'est justement Assad, qui est un Alawite, qui gérait d'une main de fer la Syrie. Ouais, 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 carrément. Et ouais. Et du coup, par conséquent, en Syrie, on va dire, il y a beaucoup de minorités. Il y a les Syriens, il y a des Arabes qui ne sont pas des Syriens, il y a beaucoup de réfugiés palestiniens, il y a des Libanais, il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a des alaouites, il y a des Kurdes, il y a des Arméniens, il y a des Assyriens, il y a des Turkmènes, il y a énormément d'ethnies différentes, beaucoup de sentiments nationaux différents, beaucoup de religions aussi différentes. Et en fait, c'est vraiment un grand mélange, la Syrie. Et c'est aussi pour ça que la situation est très complexe. Au-delà des interventions extérieures, la Syrie en elle-même et le Moyen-Orient de manière générale, c'est un vrai bordel. En Occident, on aime bien essentialiser le Moyen-Orient, mais en réalité, c'est très très varié comme population, comme religion, etc. Ouais, moi, j'ai envie d'un peu de dire mon ressenti là-dessus, c'est-à-dire que quand on me parle de la Syrie, avant que je m'y réintéresse là, ces derniers temps avec ce qui se passe actuellement, j'avais vraiment l'image, tu vois, d'Assad qui était, le gars un peu soutenu par Poutine, et qui était un peu l'opposant d'Al-Nosra, donc qui était une branche d'Al-Qaïda qui essayait de le retourner avec le soutien notamment des occidentaux à Al-Nosra. On se souvient de notre ministre des Affaires étrangères qui avait dit qu'Al-Nosra faisait du bon boulot, tu sais, à l'époque. Et ça, bon, c'était il y a, je sais pas, c'était il y a 8-10 ans, hein, c'était sous Hollande. Moi, je m'étais pas particulièrement intéressé à ce qui se passait en Syrie ces derniers temps. C'est plus exactement ça. Comment est-ce que tu pourrais nous définir, avant la chute d'Assad, là, il y a quelque temps, ce qui se passait, les différentes organisations qui régnaient sur le territoire, qui se combattaient entre les légitimistes pro-Assad, ceux qui viennent plus d'Al-Nosra, mais qui ne sont plus d'Al-Nosra, de ce que j'ai compris, les Kurdes, les Turcs, enfin voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Parce que c'est compliqué. Et notamment, là, on a des couleurs sur la carte qui nous permet un peu mieux de Ouais. comprendre tout ça. Ouais, je pense on va un petit peu vite. Je pense c'est bien de revenir un petit peu à la genèse des choses aussi. Vas-y. En réalité, la guerre civile syrienne, elle a commencé en 2011 dans le contexte des printemps arabes. Il y a énormément de régimes en fait qui n'ont pas tenu très longtemps lorsque les printemps arabes ont commencé. On peut penser à la Tunisie, à l'Égypte, etc. Et par exemple, il y avait aussi des manifestations qui étaient importantes en Syrie, qui justement dénonçaient comment Bachar al-Assad gérait le pays, la répression qui était féroce, c'est-à-dire que, enfin, je pense qu'il faut quand même visualiser les choses, c'est-à-dire quand le printemps arabe a gagné la Syrie, le niveau de répression de Assad était monstrueux. Et, je veux dire, ça a même choqué ses alliés. Je veux dire, l'Iran, même au début, a hésité à le soutenir tellement il allait loin dans justement les crimes qu'il commettait. Euh, le fait aussi que justement Assad a directement tiré dans la foule, ça a obligé aussi les mouvements contestataires à s'armer, à former des milices, et ce qui a mené en réalité à
à cette guerre civile qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, les choses, elles ont évolué rapidement. Il y a plusieurs groupes qui ont émergé. Des groupes, on parlait souvent en France de l'armée syrienne libre. En réalité, l'armée syrienne libre, elle a existé très peu longtemps sous la forme qu'on l'a décrit, parce que c'était un regroupement de plein d'organisations et le leadership a été pris par des organisations islamistes et, je veux dire, l'opposition démocratique, laïque, multiethnique, en réalité, elle a très vite disparu dans l'armée syrienne libre. Euh, Assad, de son côté, lui, justement, aussi pour essayer de décrédibiliser l'opposition, il a libéré énormément de djihadistes de ses prisons. Ces gens-là ont rejoint soit la SL, soit ont formé d'autres groupes. Il y a eu aussi beaucoup de djihadistes du monde entier qui sont venus pour faire un sorte de djihad global, qui ont rejoint l'État islamique, et on était vraiment dans un vrai bordel. Euh, Moi, je savais pour pas ça. Tu dis que simplifier, Assad, du coup, il a un peu joué un peu le jeu de libérer des islamistes pour faire chier en fait les forces plus multiethniques, plus on va dire progressistes, un peu comme a fait Israël par exemple avec la Palestine, en étant plutôt pro-Hamas que pro-FPLP ou FDLP. oui, c'est ça. Et en gros, l'objectif d'Assad, c'était quand même, c'était de montrer aussi, en face, on a des barbares, on a des fous, et moi, je suis l'opposition, enfin, je suis l'option modérée, multiethnique, qui va permettre aussi d'avoir une série unifiée, où les minorités ethniques et religieuses seront respectées. C'était aussi une stratégie politique de sa part, à un moment donné. Ensuite, il y a eu justement la création de Daesh, avec aussi la venue de djihadistes un peu du monde entier, de France, de Tchétchénie, d'Ouzbékistan, etc. Et en gros, on a eu, au début de la guerre, enfin, au milieu de la guerre en Syrie, on a eu plusieurs forces qui se sont établies. On a eu le régime syrien, qui a été soutenu par des forces comme le Iran, le Hezbollah libanais, l'Iran, la Russie. Et on avait différents groupes djihadistes en fait qui ont pris le leadership. On a eu Al-Nusra qui est Al-Qaïda, euh, la branche d'Al-Qaïda en Syrie. On a eu Daesh qu'on a connu en France avec les nombreux attentats qu'ils ont fait en France justement. Et on a eu au nord de la Syrie justement les Kurdes qui ont commencé à prendre leur autonomie, à s'organiser aussi. euh, mais le véritable rouleau compresseur, c'était Daesh à ce moment-là. Et vraiment, Daesh, c'était l'organisation qui était la plus imposante en Syrie à un moment donné. Ils, ils avaient victoire sur victoire, que ce soit sur Bachar al-Assad, sur les autres groupes djihadistes, sur l'armée irakienne aussi, sur les Kurdes. Et c'est vraiment à un moment donné, c'est les Kurdes qui ont vraiment stoppé l'avancée, enfin, la marche en avant de Daesh à Kobané. Et c'est là vraiment la première fois que Daesh a reculé. Ensuite, quand les Kurdes ont réussi à reprendre un petit peu de l'ascendant, notamment sur l'État islamique, il y a d'autres groupes qui ont commencé à devenir hégémoniques, qui ont commencé à devenir plus forts que l'État islamique, et il y a eu des affrontements, notamment avec Al-Nusra. Et, euh, pour en venir un petit peu dans la situation, enfin, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais je vais essayer de venir aujourd'hui dans la situation actuelle. Aujourd'hui, si je prends la carte, il y a pour moi, aujourd'hui, justement, le régime de Damas, il est tombé, c'est officiel. Bachar al-Assad, il a quitté la Syrie. Et il y a trois forces principales. Il y a justement HTS, Hayat Tahrir al-Sham, qui est une scission de Al-Nusra. Je veux dire, les cadres, les dirigeants de Hayat Tahrir al-Sham, c'est d'anciens cadres de Al-Nusra qui ont renoncé, entre guillemets, au djihad mondial et qui décident de faire justement le djihad dans un seul pays. Euh, euh, et là-dedans, on retrouve aussi des anciens de Daesh recyclés dans HTS. Sur la Euh, carte, c'est ce qui est en vert, un peu gris, là, en vert bleu, qui est à côté du rouge et au-dessus du violet. C'est tout ce territoire-là qui contient du coup Homs et Damas maintenant. oui, c'est ça. Et au nord, du coup, sur la partie jaune, c'est euh, c'est euh, c'est les Kurdes.
Effectivement, là, la zone d'influence kurde, elle a grandi, parce que justement, il y a des zones où le régime s'est totalement retiré depuis ses dernières défaites militaires. Et vu que la nature a horreur du vide, les Kurdes ont avancé parce qu'il n'y avait personne à ce moment-là. Après, dire simplement les Kurdes, c'est un petit peu mentir parce que en réalité, les Kurdes, ils ont créé une alliance qui s'appelle les FDS. Là-dedans, ça inclut aussi des tribus arabes, parce que les Kurdes, dès le départ, en fait, ils voulaient pas aller dans des endroits où ils n'avaient pas de légitimité, où c'était des populations arabes, où c'était pas des populations kurdes. Ils se sentaient pas légitimes d'y aller, et du coup, en faisant des alliances avec des tribus arabes, euh, ils ont ils ont justement pris des villes comme Raqqa à l'État islamique, et aujourd'hui ils sont en train de descendre dans plein de zones totalement abandonnées par le régime. Les Kurdes aussi, ils allaient, en fait, avant cette carte, ils avaient réussi, entre guillemets, à quasiment avoir tout le nord de la Syrie. Euh, mais il y a justement une autre organisation qui est aussi centrale aujourd'hui, qui s'appelle l'ANS, l'Armée nationale syrienne, qui est en fait le Wagner turc. C'est en vert C'est là. la... Oui, c'est C'est ça. vert, un peu plus vert, un peu moins gris-bleu. C'est donc C'est ici, ça. là, en haut, et puis au nord-ouest. Ouais, c'est ça. Et en gros, l'objectif, ben, disons que les Kurdes avaient réussi à obtenir, on va dire, à contrôler tout le nord de la Syrie. Et dans un premier temps, l'ANS a pris la région de Efrin, qui est la zone verte à gauche. Ouais, c'est ici. Ça commence à dater, hein. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et aussi, et l'armée turque a lancé aussi des offensives de l'autre côté pour justement affaiblir les Kurdes. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre avec la NS, là, comme avec HTS, c'est encore plus, là, c'est vraiment l'État islamique de base. On va dire que dans la région de, de Al-Bab, quand les Kurdes avaient justement C'est quoi Al-Bab? Manbij, Je sais pas où c'est, enfin, je comprends pas ce que c'est. c'est un peu plus, plus vers la zone verte à gauche, en réalité. Non, non, à gauche plus. Ah oui, Je là? pourrais pas. Non, Ah non, oui. non, 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 plus vers la zone jaune, mais j'arriverai pas à bien te Ah oui. dire où c'est exactement, vu qu'il n'y a pas les. Et la zone jaune là, euh, qui est un peu dans le vert, tu vois où c'est? La zone jaune qui est un peu dans le vert, là, Non, 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 à gauche, vraiment à côté, enfin qui est un petit peu enfoncé dans le territoire vert. Bon, c'est un là, peu là? compliqué. Ah Oui, oui, là. exactement Ah ici. oui, là, oui, oui, Là, d'accord. là, par exemple, c'est Manbij, et quand les Kurdes ont vaincu Daesh à Manbij, bah, justement, Daesh s'est enfermé à Al-Bab. Ils n'avaient plus qu'un petit corridor, en réalité. Et en fait, ils sont passés par la Turquie, ils ont eu du soutien militaire, logistique de la Turquie, et l'État islamique, les soldats de l'État islamique, les cadres de l'État islamique, se sont recyclés en ANS à ce moment-là. Et du coup, l'ANS, qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment le Wagner turc, dans le sens où là, ils sont utilisés dans le nord de la Syrie pour combattre les Kurdes, mais ils ont été aussi utilisés. Ah, ça a disparu. Voilà. Je Ils t'ai ont remis autre chose parce qu'on aussi. m'a dit que cette carte était plus précise. Ok. Et ils ont aussi été utilisés sur d'autres fronts, notamment en Arménie, où justement dans la guerre au Karabakh, où justement c'était pas vraiment des soldats turcs qui étaient envoyés, mais c'était des mercenaires de l'ANS qui étaient envoyés pour prêter main forte justement à l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Et même les vidéos qu'on voyait à l'époque où tu avais un papy arménien qui se faisait égorger par, euh, par des Azerbaïdjanais, en fait, c'était pas des Azéris, c'était c'était des mercenaires de l'ANS qui commettaient des crimes de guerre en Arménie. L'ANS a aussi été utilisée en Libye parce que justement la Turquie essaye d'augmenter sa zone d'influence, notamment en Méditerranée, euh, et ils ont réussi à obtenir des accords en Libye, à contrôler la Libye en réalité, avec aussi l'armée nationale syrienne. Et ouais, cette zone-là, elle est extrêmement importante, si tu peux revenir dessus. Et du Ouais. coup, là, c'est Manbij.
Là, c'est Manbij, c'est vraiment la victoire kurde qui a fait que après la Turquie est rentrée dans la bataille. Et pour nous, à Jeune Garde, c'est un petit peu particulier parce que Manbij, en réalité, nous, avec la Jeune Garde, on avait envoyé des gens en Syrie combattre l'État islamique. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui, enfin pour les plus anciens à l'époque, qui ont vu la photo de la brigade Henri Krasuki, et le commandant de la brigade Henri Krasuki, justement, c'était l'un des fondateurs de la Jeune Garde. Et justement, la Jeune Garde, des militants de la Jeune Garde ont participé à libérer Manbij. Et aujourd'hui, il y a des offensives, notamment de la NS, sur Manbij, par différents fronts, c'est-à-dire par le sud, par l'est et aussi par le nord. Pour l'instant, il n'y a que des prises de villages, mais on va dire qu'il y a un avenir qui est incertain pour les Kurdes, parce que vraiment, là, les Kurdes, ils sont totalement isolés, et, la Turquie a vraiment un feu vert des États-Unis pour lancer une offensive et créer une sorte de zone tampon au nord de la Syrie, entre la Turquie et la Syrie. Mais du coup, Et tu vois, c'est pour intéressant ce que tu dis. Attends, juste parce que si on résume, du coup, il y a. Attends, je vais revenir sur la carte. Il y a l'HTS qui est en bas d'ailleurs sur cette carte, qui c'est intéressant parce qu'ils nous ont même pas mis le truc rouge que j'avais tout à l'heure là, qui était là, qui correspondait à ce qui restait encore des forces d'Assad. C'est-à-dire que maintenant, eux, ils considèrent par exemple que les forces d'Assad, en fait, il n'y en a plus ici, que c'est l'HTS qui contrôle ça. Donc l'HTS des anciens d'Al-Nosra et de Daesh aussi ou pas, tu m'as dit? oui, dans les deux, il y a du ancien Daesh, il y a du ancien Al-Nusra. Donc c'est intéressant Euh, parce que ouais, les anciens d'Al-Nosra et Daesh, ils sont à la fois là, ils sont aussi soutenus par la Turquie ici. Et ouais. ça, tu vois, je le savais Mais, pas. Autant, mais par contre, autant la ça paraît différence, évident, même au niveau géographique, que eux, c'est des anciens de Daesh et d'Al-Nosra parce qu'ils viennent aussi de ce territoire-là, tu vois. Mais autant là, eux, ils sont collés à la Turquie. Et je savais pas que c'était du recyclage d'anciens mercenaires et d'anciens gradés de Daesh, tu vois. mais ce qui fait aussi la différence, c'est que sur l'ANS, on a beaucoup de djihadistes tchétchènes, ouzbeks, turkmènes, et il y a cette diversité-là aussi chez HTS, mais c'est beaucoup plus des Syriens en réalité. D'accord, 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 d'accord. Il y a quelqu'un qui dit le Hezbollah, ils sont où? Le Hezbollah, ils participent un peu? Ils soutiennent un peu des gens dans cet endroit ou ils restent qu'au Liban à combattre Le, Israël? le Hezbollah de base soutenait le régime d'Assad. Ok. Il avait obtenu plusieurs victoires sur des groupes djihadistes. Mais depuis la guerre au sud du Liban, le Hezbollah a concentré justement ses forces au Liban. Et en fait, aussi, ce qui explique la chute aussi rapide de Assad, c'est que Assad ne peut compter sur personne aujourd'hui. C'est-à-dire que la Russie est occupée sur le front ukrainien. L'Iran, ils sont en tension géopolitique forte avec Israël, une guerre pourrait éclater. Euh, le Hezbollah a réussi à repousser Israël du Liban, mais a subi énormément de bombardements, de pertes de leaders aussi, ce qui fait aussi que Assad est abandonné. Et avant cette offensive, ce qui explique aussi pourquoi l'Iran et les milices chiites irakiennes qui sont juste à côté en réalité ne sont pas intervenus, c'est que Assad a voulu changer ses alliances également. Assad est allé au sommet de la Ligue arabe, a dit qu'il allait justement faire reculer l'influence iranienne en Syrie et avoir des soutiens un peu différents, notamment en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. Et ce qui fait aussi que l'Iran ne se bat pas à fond pour Assad. Et la Russie, si la Russie n'intervient pas vraiment aussi, c'est parce que en fait, Assad a prouvé qu'il n'était pas capable de tenir le pays. Je veux dire, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de groupes armés qui se disent que ça sert à rien d'aller soutenir Assad parce que Assad n'est pas capable de tenir la Syrie. Je veux dire, c'est se lancer dans une guerre alors qu'ils sont déjà occupés ailleurs. Ils vont pas se lancer dans une guerre alors que Assad, ben, ses troupes, elles sont nulles, dans le sens où l'armée, on va dire régulière syrienne, l'armée officielle, enfin celle qui était officielle vu que le régime est tombé, mais en fait, elle était remplie de gens qui étaient soit engagés de force, soit qui sont allés à l'armée parce qu'en fait, c'était le seul endroit où on pouvait trouver un travail, avoir un revenu stable.
Du coup, en Syrie actuellement, il n'y a personne qui veut mourir pour Assad parce que, comme je l'ai dit, c'est un mec qui a mis des millions de personnes en prison, qui a violé des milliers de femmes, qui a sorti des djihadistes, qui a créé le chaos en réalité actuel en Syrie et qui a vraiment régné par la terreur, par la violence. Ben, aujourd'hui, il n'y a personne qui veut soutenir Assad. C'est ce Mmh. qui explique aussi le fait qu'il soit tombé aussi vite. Et est-ce qu'on peut pas, malgré toutes les problématiques qu'il y avait autour d'Assad, avoir peur en fait que ça tourne par exemple comme ce qui s'est passé en Libye? C'est-à-dire qu'Assad laisse un vide qui soit jamais vraiment remplacé, même si je pense que la Libye de Kadhafi était beaucoup plus stable que la Syrie ces dernières années évidemment, tu vois? Et que ce soit presque pire après. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Parce que moi j'entends beaucoup ce discours-là, notamment la peur qu'il y ait une répression massive, des non-sunnites par exemple dans le pays, des minorités, qui est au final pas enfin que le pays en fait ne soit pas tellement mieux que sous Assad quoi. Oui, et en réalité, le régime syrien, le régime d'Assad tombe, mais c'est pas la fin de la guerre en Syrie. Ça, il C'est faut vrai. être clair dessus. Là, la guerre, elle s'intensifie en réalité. On a des zones contrôlées, on va dire trois blocs. HTS, ANS et FDS, c'est-à-dire les Kurdes. Juste 2 secondes, Là, sur la on a carte, un raid de Emodem, merci beaucoup, Emodem et juste on est avec Cem Yoldash et on est en train de parler de ce qui se passe actuellement avec la chute, d'Assad et l'avenir de la Syrie. Donc voilà et puis on a une carte de et la là, Syrie. par exemple, si on prend la carte, Ouais. même les points noirs, enfin, je connais pas cette carte. Je connais pas cette carte. Du coup, peut-être que je me trompe, mais de ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de cellules aussi de l'État islamique qui sont en train de se réveiller dans différentes zones. Et je veux C'est quoi ce dire, que tu appelles les points noirs? Je comprends pas. là, il y a des zones en noir là sur la carte. En bleu? Enfin, des zones, tu vois, dans le vert là, dans le jaune aussi. Dans le vert et dans le jaune, il y a des zones en des points là? C'est pas noir? Non, non, à droite. Je comprends pas de quoi tu parles. Ah, Ah non, oui, les bon, zones, ah oui, oui, les zones grisées, oui, d'accord. Oui, oui, et les zones, oui, oui. un peu en noir, ouais. Oui, d'accord. Ah oui, oui, je sais pas ce que c'est ça. Ouais, Ouais, et je sais, cette carte-là, je la connais pas, du coup, j'ai pas envie de m'avancer. Mais en tout cas, il y a l'État islamique qui ressort aussi dans différentes zones. d'accord. C'est Daesh, ils Euh, disent les gens. oui, c'est ça, c'est C'est Daesh. l'État islamique, ouais. Et, effectivement, au niveau de HTS, il y a une volonté de bien communiquer, de dire que en fait, on n'est plus Al-Nosra. Al-Nosra, on a fait scission en 2016, 2017, 2018, c'est plus nous. Ok, nos anciens dirigeants, nos soldats, ils viennent tous d'Al-Nosra, ils ont commis des crimes, ils ont mené des campagnes d'égorgement des Alaouites, ils ont commis des atrocités contre des minorités, ont provoqué des exodes massifs aussi de minorités, que ce soit des Arméniens, des Assyriens, des chrétiens, des Kurdes. Mais par contre, oui, on n'est plus pareil qu'avant. Ce qui est certain, en fait, c'est que au niveau de Ayat Tahrir al-Sham, euh, en fait, on l'a vu aussi ces derniers temps, ils ont eu un soutien aérien des États-Unis qui ont bombardé des positions de Assad. Depuis 2 mois, tu as aussi l'armée israélienne qui a bombardé des positions de l'armée Assad, ce qui a favorisé aussi l'intervention d'HTS. Et en fait, HTS aujourd'hui, ils essayent de donner des gages aux Occidentaux en leur disant, nous, on est pour le djihad dans un seul pays, on est pour appliquer un État islamique, la charia, mais on n'est pas pour le djihad mondial et on va respecter les minorités, n'ayez crainte. Tu sais, on croirait Le le problème, débat, le socialisme dans un seul pays, là, c'est le djihad dans un seul pays, tu sais. ouais, c'est ça. Mais ils essaient de donner ces gages-là parce qu'ils veulent être l'opposition légitime, les représentants justement de la Syrie à l'international. Après, j'ai envie de dire, ces gens-là, ils ont justement participé à beaucoup de massacres. Ils ont commis des crimes. Ils ont commis des crimes contre le peuple syrien, contre les minorités. Et aujourd'hui, justement, on essaie de les recycler en rebelles, en héros, en libérateurs. Et c'est sur ça aussi qu'il faut justement se méfier. J'ai envie de dire que Ben Laden, pareil, Ben Laden au début, notamment pendant la guerre d'Afghanistan, c'était aussi le djihad dans un seul pays. Et au final, c'est devenu le djihad mondial 15 ans après, quoi. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, et, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce niveau-là, là, ils essaient de donner des gages.
mais comment est-ce que vous voulez dire aux minorités de faire confiance à des gens qui ont commis des crimes? Et vers quoi on se dirige là avec eux, c'est justement, enfin, je sais pas comment bien l'amener, mais mais en réalité, je vais parler de l'ANS avant ça. Et du côté de l'ANS, dans les pratiques, on reste encore dans le djihad très radical. Vraiment, vraiment, là, ils ont pris certaines villes, notamment l'aéroport à Alep, et ils ont égorgé 3 Kurdes. Je veux dire, dans les pratiques, ça reste la même chose. Attends, ouais, parce qu'il y a une petite zone, il y a une petite zone kurde à Alep. Ouais, mais normalement, il est évacué. D'accord, ouais, ouais. En fait, c'était The le quartier Turkish kurde. military carried an airstrike. En fait, il se passe des trucs tout le temps. En fait, ça varie tout le temps là. C'est vraiment, c'est Ouais, c'est vraiment ça. très très mobile. C'est pour ça qu'on a une carte qui est en temps, qui Ouais, est c'est actualisée ça. en temps réel. Ok, Et ok, c'est pour ok. ça que, en fait, il y avait un quartier kurde à Alep et les forces kurdes ont voulu ben, justement évacuer. Ils ont réussi en partie et il y a des Kurdes par contre, c'est pas précisé si c'était des militaires ou non, qui ont été égorgés par l'ANS. D'accord. Et et voilà, là, par exemple, si tu zoomes encore, Ouais, là, justement, c'est la zone de Manbij et là, on voit qu'il y a un front sur Manbij, heu, à l'ouest, au sud et au nord, sur ouais. Manbij. Et Manbij, c'est la ville, dont je parlais avant où, des militants de la Jeune Garde ont participé à libérer cette ville, des mains de l'État islamique. Il y a toujours des militants là-bas de la Jeune Garde ou pas? Où ils sont rentrés? C'est un secret. C'est un secret, d'accord, c'est un secret d'État. Moi, je voudrais juste parler de quelque chose, c'est ça, en fait, de ce que j'ai compris, Israël est en train aussi d'en profiter pour envahir un peu plus le Golan, et des zones qui étaient, avant ça, des zones syriennes, quoi. Est-ce que tu as Ouais, des c'est infos ça. par rapport à ça? Parce que là, tout ce qu'on voit en bleu, c'est des bombardements israéliens, en fait. C'est là, on voit Ouais, des avions israéliens, là, ils bombardent c'est quoi cette ville? C'est Damas. Il y a des bombardements ouais, israéliens à Damas. Enfin voilà, c'est très très actif là, tout ce qui est en bleu au ouais. sud de la Syrie. Et justement, pour montrer aussi que, certes, les différents groupes ont leur agenda propre, j'y viens pour Israël. Faut avoir conscience que ces groupes-là, sans le soutien de l'Occident et c'est-à-dire, de leur base avancée, heu, au Moyen-Orient, la Turquie et Israël, ils représentent pas grand-chose. C'est-à-dire notamment sur Alep et dans le sud, les offensives qui ont été lancées, par exemple, HTS, ils ont eu un soutien satellite d'Israël. C'est pour ça qu'ils ont avancé aussi, rapidement. C'est-à-dire qu'il y avait un véritable soutien, matériel, aux forces, d'HTS. Et sur l'ANS, il y a eu des brouilleurs turcs qui ont brouillé justement les communications de l'armée d'Assad. C'est vrai, je veux dire, Israël et, euh, et, euh, et la Turquie sont intervenus d'une manière ou d'une autre pour justement faire reculer le régime syrien. Là, on va parler justement d'Israël. Israël, c'est vrai qu'ils occupaient depuis déjà des dizaines d'années le plateau du Golan. Qui était Et, officiellement syrien selon l'ONU quoi. oui, et justement, c'est la population ici est majoritairement syrienne, sur le plateau du Golan. Là, ils profitent justement de la chute d'Assad pour, avancer un petit peu, encore plus, sur le plateau du Golan et créer une zone tampon aussi, comme, la Turquie essaie de le faire au nord. Eux, ils essaient de créer une zone, tampon, au sud et là, la Syrie est un petit peu dans une situation que pouvait connaître, la Turquie, ou l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire des puissances étrangères qui gèrent une partie de son territoire. L'objectif d'Israël, là, il est assez clair. C'est de couper les voies d'approvisionnement du Hezbollah libanais et de pouvoir créer aussi un front par l'Est, sur le Liban. Là, on a vu aussi des vidéos de Netanyahou, justement, qui s'est rendu à la frontière syrienne, qui disait que justement la chute du régime d'Assad, c'était un grand jour pour le Moyen-Orient. Et là, on voit que justement, ils essayent de profiter de cette situation d'instabilité pour avancer en Syrie, pour créer une zone tampon et aussi une zone justement où ils pourront intervenir plus facilement militairement contre le Hezbollah.
Ah oui, 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 d'accord, oui, oui, c'est vrai que ça leur donnerait un avantage sur le Liban assez évident. Ils contourneraient le Liban, ouais, ce serait assez catastrophique aussi pour les Libanais. Ouais, et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que là, on a eu une tentative d'invasion d'Israël sur le Liban, en passant par le sud, là, la frontière au sud, si tu Mmh. arrives à la montrer. Ouais, attends, Euh, hop, ici. ouais, et justement, je sais pas où j'ai marqué ça. Euh, et en gros, Israël n'a pas réussi à avancer de plus de 10 kilomètres. C'est-à-dire qu'on cette armée qu'on vend comme l'une des meilleures au monde, avec la plus sophistiquée, n'a pas réussi à avancer de plus de 10 kilomètres dans le sud du Liban. Ils ont été repoussés et tenus en respect par les combattants du Hezbollah. Et, euh, et ce qu'il faut noter, c'est que Israël, sans soutien de l'Occident, c'est-à-dire en termes d'armement, ils sont pas capables ils n'ont pas assez de matériel, de moyens, de bombes, etc., pour justement continuer ce front-là. Là, ils ont eu un accord de cessez-le-feu et justement, quelques temps après, quelques semaines après, ben, il y a eu cette offensive contre, contre le régime syrien. Il faut pas oublier aussi que juste après le cessez-le-feu au Liban, euh, les responsables israéliens se sont directement tournés vers la Syrie, ont menacé Assad, ont dit que justement son tour allait venir. Et c'est des choses qui sont préparées depuis longtemps. Euh, C'est intéressant de voilà. voir à quel point ces États-là, qui se vendent comme des États démocratiques et tout, sont des États qui profitent de la moindre faiblesse d'un voisin pour les envahir. Parce que tu vois, le Liban, à la première faiblesse de la Syrie, n'ont pas commencé à envahir la Syrie, tu vois. Pourtant, Ouais. c'est ce que fait Israël, c'est ce que fait aussi la Turquie, mais depuis bien longtemps, tu vois. Mais ça Mais montre quand même le vrai visage le expansionniste de ces pays, quoi. Agressif. oui, de toute manière, ça c'est assez évident. Israël, c'est un État colonial. Je veux dire, ils ont aucune légitimité à être. Cet État n'a aucune légitimité sur ce territoire-là. Ils ont colonisé les Palestiniens. Ils ont annexé une partie de la Syrie déjà il y a plusieurs années. Ils ont lancé plusieurs invasions du Liban. Qui ont échoué plusieurs fois. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Israël, c'est un État qui se sent en sécurité seulement lorsque c'est le chaos pour ses voisins. C'est simple. Mm. Israël a intérêt à ce que au Liban ce soit le chaos, au Yémen ce soit le chaos, en Jordanie, bon, on va dire, il y a une couronne qui est assez favorable à Israël, du coup ça va. Ils espèrent le chaos en Syrie, en Irak, en Iran. Ça, c'est assez évident. C'est un État qui se sent en sécurité seulement quand ses voisins sont dans un état de chaos. Et ce qui leur permet aussi de justement, vu que c'est l'extrême droite sioniste qui est au pouvoir et qui souhaite justement agrandir les frontières terrestres d'Israël, effectivement, dès qu'il y a une faiblesse en Syrie, eh ben, ils en profitent pour avancer, peut-être même coloniser, là on ne sait pas encore. Si ça se trouve, là, dans les prochains jours, on va avoir des annonces comme on a eu à Gaza, comme on a eu au Liban, euh, des zones qui sont à vendre, qui sont à coloniser par des Israéliens, parce qu'en réalité, le projet d'Israël, c'est de s'étendre, c'est de conquérir une partie de la Syrie, une partie du Liban, et puis voilà. Au niveau du futur, toi, tu vois ça comment? Et notamment, je pense aux Kurdes qui sont un petit peu seuls contre tous, même s'il n'y a pas que des Kurdes, hein, il y a aussi des Arabes, comme tu dis. Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle les forces FDS, démocratiques syriennes, c'est ça? c'est ça, FDS. FDS, ouais. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu les vois tenir? Est-ce que tu penses que va y avoir une mainmise de l'HTS, c'est-à-dire des anciens d'Al-Nosra et de Daesh là, du sud sur toute la Syrie? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que peut y avoir une alliance aussi entre les différentes forces islamistes, c'est-à-dire celles soutenues par la Turquie et l'HTS? Parce que de ce que j'ai compris, pour Non. l'instant, il n'y avait pas d'alliance entre les deux, et c'était même plutôt les Kurdes et l'HDS qui repoussaient un peu l'ingérence turque, de ce que j'ai compris. En réalité, l'attaque de HTS et de l'ANS sur le régime syrien, elle est un peu
enfin, elle intervient au même moment, elle est un petit peu coordonnée. Il y a des tensions qui existent, notamment parce que en fait, chaque groupe veut être hégémonique. Mais ensuite, moi, ce que je pense, enfin, là, c'est compliqué de se projeter parce que en fait, les choses, elles vont ultra vite. Mais déjà, au niveau d'HTS, faut pas oublier que c'est une coalition, que de différents groupes radicaux djihadistes, que une fois au pouvoir, il peut avoir des dissensions sur la manière de traiter les minorités, d'appliquer la charia, et que certains groupes peuvent rentrer en conflit les uns avec les autres. Comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la guerre en Syrie, mais c'est juste la fin du régime. Effectivement, on peut rentrer dans une situation libyenne où ces groupes-là vont s'affronter entre eux. Au niveau de l'ANS, vu que c'est un Wagner turc et qui est sous commande de la Turquie, c'est assez unifié. Et l'ANS, eux, veulent s'attaquer aux Kurdes. Là, ils ont déjà commencé à Manbij, mais le projet, c'est vraiment d'éradiquer les Kurdes de la Syrie en pratiquant un Donc, véritable nettoyage ethnique. donc en fait, l'ANS, ils Euh, s'en foutent un peu de la Syrie en soi, c'est plus la lutte contre les Kurdes qui les intéresse. Ben, oui, parce que c'est ce que la Turquie veut. Ouais. Et l'ANS, ce qu'ils veulent, c'est un État islamique et la charia. Après, l'HTS veut aussi un État islamique et la charia. Après, c'est État islamique, charia, en fait, on peut tout mettre dedans, en réalité. C'est ça qui fait aussi la complexité. Mais le souci, c'est que si, en fait, là, il y a Trump qui va arriver au pouvoir. Trump, il l'a déjà dit, il va retirer les dernières troupes américaines de Syrie, ce qui donne à l'ANS, en gros, la totale liberté de s'en prendre aux Kurdes avec tout ce que représente en fait euh, l'armée, en fait, la puissance de l'armée turque. Et effectivement, sans alliés solides, l'avenir des Kurdes est compromis, est largement compromis, parce que les Kurdes, en réalité, dès le départ, ils étaient très isolés. Ils n'avaient pas le soutien d'Assad, parce que Assad, faut pas oublier que ce soit lui ou son père, ils ont mené des politiques assez violentes contre les Kurdes, notamment d'assimilation, interdiction d'avoir la citoyenneté syrienne, interdiction de parler le kurde. De nombreux Kurdes ont été mis en prison. Et ils ont fait face aussi ben, justement euh, à des groupes comme l'HTS, Al-Nusra, qui avaient une volonté justement d'écrasement, d'imposition de la charia. Or, ce que portent les Kurdes, c'est un projet progressiste, démocratique, multiethnique en réalité. Mm. Euh, et c'est en ça que ça rentre en Et, contradiction aussi. et multiconfessionnel. Oui, c'est ça. Mm. Et Et là, je sais pas si tu avais fini là-dessus, mais sinon, la place de la Russie là-dedans, est-ce que la Russie, c'est pas au final une des grandes perdantes aussi de cette histoire? Parce que en se concentrant sur l'Ukraine, au final, elle perd un de ses principaux soutiens dans la région, qui était le régime de Bachar el-Assad. oui, oui, ben, la Russie a justement essayé de soutenir au début de l'offensive le régime d'Assad, mais effectivement, ils ont envoyé beaucoup de troupes, que ce soit Poutine ou Kadyrov, ils ont envoyé beaucoup de gens soutenir Bachar el-Assad. Effectivement, aujourd'hui, ils sont pris en Ukraine. Et si la Russie n'a pas soutenu plus Bachar là maintenant, c'est simplement parce que Bachar, bah, il n'arrivait pas à s'en sortir. Là, c'était une perte de temps, une perte d'hommes, une perte de munitions, une perte d'argent aussi pour la Russie. Mm. Effectivement, la Russie et l'Iran, c'est les grands perdants c'est les grands perdants. Après, je pense aussi la Syrie, là, dans la zone, dans la situation où elle est, rien n'est arrangé. Là, la Syrie est morcelée. Il y a des États qui sont membres de l'OTAN qui ont envahi une partie de leur territoire. On a des groupes djihadistes qui vont s'affronter entre eux, c'est quasiment évident. Et toutes les forces démocratiques, progressistes, laïques, elles sont en difficulté parce qu'il n'y a aucun soutien. Aucun soutien de l'Occident, aucun soutien ben, de la Russie ou de l'Iran. Par exemple, même les Kurdes, ils ont essayé de négocier avec l'Iran, ben, la porte elle était fermée ben, parce que de base, ils avaient choisi justement de s'allier avec les Américains. Mm. C'est intéressant ton point de vue là-dessus, je trouve, parce que ça sort un peu des fois des guéguerres entre t'as des gars en fait qui sont totalement anti-Assad parce que oui, Assad a été un dictateur sanguinaire,
évidemment, tu vois? Mais du coup, qui vont être dans un soutien un peu bébête aux forces islamistes qui vont prendre le pouvoir, qui vont peut-être faire la même chose ou pire, et il va y avoir encore des années de guerre de toute façon en Russie. Et puis à l'inverse, tu as des gens qui, sont plutôt, pro Assad, qui nous expliquent, que voilà, c'était la seule voie pour la Russie pour justement ne pas tomber dans l'islamisme. Et en fait, ben, ça a l'air d'être plus compliqué que ça, si tu veux, parce qu'on ne peut pas passer sous silence tout ce qu'a fait Assad ces 10 dernières années, et le fait aussi que la population ne le soutient plus, parce que s'il tombe, c'est aussi parce que la population et l'armée ne le soutient plus. Et on ne peut pas non plus passer sous silence le fait que là, demain, il me semble pas que ce soit la libération progressiste de la Syrie qui est en train de se passer, malheureusement, tu vois. On aurait pu avoir une telle libération peut-être avec du soutien international aux Kurdes, mais bah, pour l'instant, c'est pas ce qui est en train de se jouer, j'ai l'impression. Donc c'est important de le rappeler, quoi. Ouais, et c'est exactement ça. Et moi, je pense qu'il faut noter en premier lieu, c'est que les États-Unis d'Amérique ont déstabilisé de nombreux pays pour la lutte contre l'islamisme. Ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit l'Afghanistan. Aujourd'hui, ils soutiennent des djihadistes. La Syrie est plus que jamais morcelée, divisée. La guerre elle est toujours là. Et en fait, aujourd'hui, les Occidentaux, ils sont contents, tout simplement parce que sur les histoires de pétrole, sur les histoires de gaz, je veux dire, pour eux, tout baigne. Là, on a des groupes qui vont contrôler, des groupes qui vont contrôler ces matières premières, et ils vont pouvoir, les Occidentaux vont pouvoir négocier assez facilement. Mais, mais comme tu l'as dit, c'est une situation qui est complexe. Là, on ne peut pas parler de victoire du peuple syrien parce que, en réalité, la Syrie aujourd'hui va être plus que jamais soumise à l'impérialisme. Ça, c'est une réalité. Et de l'autre côté, effectivement, Assad, personne ne le soutient. C'est un criminel, il a massacré sa propre population pour rester au pouvoir. À un moment donné, ces 5 dernières années, il a quand même réussi. Pour beaucoup de Syriens, quand je discute avec eux en France, notamment des gens qui sont venus en France parce qu'ils fuyaient la guerre, notamment les groupes djihadistes, beaucoup de Syriens me disaient justement que, euh, enfin, en fait, ils essayaient de retrouver une stabilité parce que en fait, ils avaient plus envie de la guerre, ils avaient plus envie que la Syrie soit dans un désastre économique aussi grand. Et Assad, à un moment donné, pouvait ressembler pour une partie de la population la stabilité, mais Hmm. là, il a prouvé qu'en fait, il était capable de rien. Il n'est pas capable de respecter son peuple, il n'est pas capable de, 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 de créer une stabilité en Syrie. Hmm. Et c'est pour ça que plus personne ne le soutient. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là, peut-être, sauf si tu avais d'autres choses à dire, mais déjà, on a une bonne vision de Ouais. tout ça. Et puis, enfin, je sais pas, t'as d'autres choses? Juste, je conclurai là-dessus, c'est que moi, je lisais un communiqué de François Hollande juste avant de venir ici. Et lui, il se félicitait justement de tout ce qui arrivait aujourd'hui. Et je pense vraiment ce qu'on doit être attentif aujourd'hui, c'est la question du Liban. Ce que François Hollande semblait dire dans son communiqué, c'est qu'aujourd'hui, Assad est tombé. Le prochain, c'est le Hezbollah, c'est le Liban. Et, vraiment, aujourd'hui, il faut vraiment essayer en France aussi d'avoir une position anti-impérialiste, de défendre la souveraineté du Liban, euh, et de voir tous les jeux en fait qui sont en train de se tramer derrière notre dos. Hmm. Ouais, non, mais évidemment, bah, comme d'habitude, hein, c'est pour ça que je te disais que c'était, faut pas tomber dans le truc non plus, dans le truc un peu à la Glucksmann, à la Hollande, qui vont se réjouir de ça, et puis qui vont être étonnés dans 10 ans quand on aura des islamistes là-bas qui feront un truc. Tu vois, c'est toujours pareil. À chaque fois, ils soutiennent Mm. des engences islamistes plutôt que de soutenir des forces progressistes. Surtout parce que des fois, tu vois, tu as des situations où tu pas de forces progressistes. Mais là, en plus, dans ce pays, il y a quand même des forces progressistes, tu vois. Euh, Le problème des forces progressistes, c'est qu'elles sont marxisantes. Bah, bien Les sûr. Et Kurdes, donc, ils sont pas marxistes, tu vois, ils sont pas marxistes. Hmm, Mais on va dire, ils ont été marxistes, ils ont des positions qui sont marxisantes. hmm. Et c'est pour ça qu'en fait, ils n'ont jamais eu de réel soutien des États-Unis et de l'Occident. Ils ont eu un soutien seulement militaire, enfin militaire entre guillemets, ils ont eu un soutien par l'aviation seulement, jamais terrestre,
seulement que lorsqu'il fallait lutter contre, l'État islamique, hein, c'est tout, hein. Mmh. Et parce que l'État islamique menaçait l'Occident, faisait des attentats à Paris, à Bruxelles, à Berlin, heu, c'est pour ça que les Kurdes ont eu, un minimum de soutien, des États-Unis, c'est tout. C'est pour ça que l'HTS aujourd'hui se rachète un peu en disant: «Non mais nous Ouais. on est un peu, c'est la dédiabolisation, tu vois? Parce que justement j'imagine Ouais. qu'ils ont en tête ce truc de se dire: «Ah bah, c'était peut-être pas l'idée du siècle de faire des attentats à Bruxelles, à Paris à ce moment-là et puis de la ramener». Alors que bon, je suis pas persuadé que s'ils ont le contrôle de toute la population, ils soient très, très, ils soient si, dédiabolisés que ça et si progressistes que ça, tu vois? Ouais et le problème, c'est qu'en fait, c'est que là, OK, en Occident, on dit: «Bon, ils vont pas faire d'attentats chez nous». Le problème, c'est que, le régime qu'ils vont instaurer là-bas, et ça va être, la charia, ça va être difficile pour les minorités. Là, ils essaient de donner des gages, mais c'est des gens qui ont, comme je l'ai dit, ont massacré des minorités et on est totalement là-dedans. En fait, le rêve des Raphaël Glucksmann, des François Hollande, heu, c'est un petit peu d'avoir, enfin, un petit peu ce qu'ils ont fait avec les talibans. En réalité, les talibans, il y a eu des négociations qui ont été faites, ces dernières années, justement avant de leur rendre le pouvoir, à Doha et ce qui a été décidé, c'est que, ben, vous faites ce que vous voulez en Afghanistan, vous traitez les femmes comme vous voulez, les enfants comme vous voulez, les minorités, vous les traitez comme vous voulez, c'est pas notre affaire, mais vous faites rien chez nous et sur les ressources, on s'entend, quoi. Et c'est ce qui est en train d'être fait en Syrie et c'est pour ça que, on va dire, la bourgeoisie occidentale est vraiment satisfaite, de ce qui est en train de se passer. Mmh. Ouais, carrément. Bah, je pense que ce sera la conclusion. Je te remercie et puis, tu pourras peut-être revenir, nous en parler s'il y a une évolution, parce que j'imagine qu'il va y avoir une évolution dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, voir un peu si, s'il y a des nouvelles choses à dire. Hésitez pas à poser, des questions en commentaire d'ailleurs sur YouTube parce que peut-être qu'il y aura justement des choses qu'on pourra compléter avec toi à ce moment-là. Sur ce, bah, je vous invite à aller vous abonner à la Twitter ou au Insta ou ce que vous voulez de Chamuel Dash et de la Jeune Garde, à vous intéresser un peu, au travail de la Jeune Garde. Tu peux nous en parler d'ailleurs si tu veux, là, rapidement, mais bon, je crois que vous commencez à connaître sur la chaîne? Ouais, je pense qu'on commence à connaître et les gens commencent à connaître aussi, Raphaël. Ben, la Jeune Garde, c'est un mouvement antifasciste de jeunesse. C'est de lutter contre l'extrême droite. Surtout, c'est important dans la période actuelle où, on a, l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, des milices fascistes de plus en plus fortes qui essayent d'imposer leur violence. Et ben, nous, on essaie de s'organiser, dans la rue, dans les médias aussi, pour amener un contre-discours et aussi dans les institutions, notamment l'Assemblée nationale, où on a, Raphaël qui est, allé, combattre, le RN, là-bas aussi. Et voilà, après on s'intéresse à d'autres sujets comme, on est une organisation qui est internationaliste. C'est pour ça qu'on s'intéresse au Moyen-Orient, au Liban, à la Palestine, au Kurdistan, à la Syrie, à la Kanaki et puis voilà, on est toujours du côté, heu, du camp anti-impérialiste, du camp progressiste et puis voilà. Ouais, bah, il y a quelqu'un qui dit: «Comment rejoindre la Jeune Garde quand on est dans des villes un peu isolées, style Rodez?» Merci. Rodez, Heu, Rodez, c'est en Aveyron ou en Auvergne, enfin, c'est dans ce genre-là, quoi. tu contactes le groupe, Jeunes Garde le plus proche de ta ville. Et bah, très bien. Il contacte sur quoi? Sur Insta? Insta, c'est le plus simple. Insta, c'est le plus simple. Parfait. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et sur la chaîne principale. Allez voir la nouvelle vidéo qui est sortie aujourd'hui, donc hier, quand vous verrez la capsule, parce que je vais la sortir lundi. La vidéo, c'est 1h10 de discussion assez détendue, mais on parle de plein de choses avec Nicolas Framont. C'est un nouveau format. On avait déjà fait ça avec Marina Garissi aux éditions sociales. Là, on fait ça avec Nicolas Framont qui nous fait visiter la ville de Saintes, qui nous parle de son parcours militant. Et je trouve que le format, il est plutôt réussi. On va essayer de le continuer comme ça parce que dans des formats longs, où on parle en marchant, on peut aborder parfois des thèmes qu'il aborde pas tout le temps. C'est pas, le copier-coller de 10 interviews qu'il a déjà fait, où il parle tout le temps de la domination au travail, ce qui est déjà intéressant, mais ce qui est déjà, vu et revu à mon sens. Là, on rentre parfois dans des anecdotes, dans des choses sur, sa famille, d'où est-ce qu'il vient et sur de la politisation comme ça à l'échelle personnelle et on essaie de, passer de l'échelle personnelle à l'échelle plus politique. Donc je vous invite à aller voir cette interview et à nous expliquer, et nous dire en commentaire si vous avez
apprécier et à deviner aussi la prochaine personne qu'on va inviter. Je vous ai donné des indices et vous devez mettre en commentaire la personne qu'on va inviter et lui poser une question. Et si vous avez réussi à trouver la personne, eh ben, votre question sera peut-être tirée au sort pour lui poser pour une prochaine interview. Et sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee et je vous dis à plus.